messieurs, et ravi de vous retrouver pour votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le lundi 1er mai 2023, c'est la journée internationale des travailleurs. Et comment fêter cette journée? Tout simplement en la passant avec vous, en travaillant. Et on est ensemble pour une heure de direct de 10h30 jusqu'à 11h30. Et vous pouvez, vous aussi, participer à l'émission en nous appelant tout simplement au numéro suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, appelez-nous pour poser vos questions ou témoigner sur le thème du jour. Alors, pour le 1er mai, la journée internationale des travailleurs, on va parler un peu de la gestion des émotions au travail. C'est un sujet complexe et souvent tabou. Alors, esprit d'équipe, la culture du bien-être au travail, c'est le thème du jour. Alors, nos émotions font partie intégrante de notre vie professionnelle, mais il est souvent difficile de les gérer et de les exprimer de manière appropriée. Alors, comment les entreprises peuvent-elles encourager une culture où les émotions sont reconnues et acceptées, tout en préservant la productivité et le professionnalisme? Comment les employés peuvent-ils apprendre à mieux gérer leurs émotions et les exprimer de manière constructive? On va essayer d'en parler aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Sabrina Moukaran Bouchaïb. Voilà, vous êtes coach en neurosciences et psychologue. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Mounia pour l'invitation. Et avec nous aussi Monsieur Houssine Boukabous, vous êtes coach en entrepreneuriat, vous êtes chef d'entreprise aussi. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et bonne fête aux travailleurs et surtout les travailleurs qui travaillent le premier mai. Merci. Et bien sûr avec nous pour sa rubrique Wicher, Wahida Salim-Shrif. Wahida, bonjour. Bonjour Mounia. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Très bien, merci. Bonne fête des travailleurs. Merci à toi aussi. Bonne fête et la reprise des directs. Ça nous avait manqué quand même. Oui, ça nous a manqué. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Alors le travail, on a une idée sur le travail. On a l'idée que le travail est le milieu de la retenue, où il ne faut pas montrer ses faiblesses, ses souffrances. C'est la culture de la force, c'est du courage, l'idéologie de la performance, du dépassement de soi. Mais est-ce que le travail requiert qu'on cache ses émotions, coach? Alors, surtout pas. Voilà. Surtout pas. Déjà, il faut partir du premier postulat que l'être humain ne peut pas vivre sans émotions. Nos émotions, c'est nos messagers. Donc, il faut savoir que l'émotion, c'est un message qui vient de notre inconscient. Donc, on ne peut le contrôler. La culture de la force et de la faiblesse, de la vulnérabilité qui a été souvent liée aux émotions, malheureusement. Et donc, les émotions ont été diabolisées. Donc, au contraire, plus on se connecte à ces émotions, plus on risque d'être excellent dans son travail, de créer, d'être connecté à son potentiel et surtout d'avoir de bonnes relations. Parce que le travail, généralement, ça se passe en groupe. Oui. Et pour se relier à l'autre, on a déjà besoin de se relier à l'être qui est en soi. Et pour se relier à l'être qui est en soi, il faut se relier à ses émotions. Et donc, il y a une palette d'émotions de base qu'il faut connaître. Et à partir de là, on peut socialiser. Parce que de toute façon, on est des êtres sociaux, on est des animaux sociaux. Et on a besoin de cette télécommande qui est nos émotions pour pouvoir nous mettre en lien, que ce soit dans le travail, pour pouvoir identifier nos talents, nos besoins. Donc les émotions, c'est la base. C'est important de les exprimer, de les accueillir, de les accepter aussi. Alors, déjà, la première base, c'est de les connaître. Parce qu'il y a toute une palette. Il y a des émotions de base et après, il y a des sentiments. Des émotions de base, si je ne sais pas que je suis en colère, je vais probablement mettre en place des stratégies pour me rassurer, mais pas les stratégies les plus appropriées pour répondre à ma colère. Donc je vais peut-être me mettre dans une situation où je serai dans l'agression, alors que c'est juste un besoin d'être écouté. Donc c'est très important de comprendre ce que c'est que l'émotion, notre émotion, qu'est-ce que je ressens, de pouvoir identifier un peu le magma qui peut exister à l'intérieur de soi et surtout de comprendre le processus d'utilisation de son émotion. À quoi ça nous sert? Parce que chaque émotion, elle a un message. C'est ça en fait, l'utilité de notre émotion, c'est qu'elle n'est pas là par hasard. Si on n'a pas d'émotion, aucun de nous aujourd'hui n'est là. C'est juste vital. Voilà. Exactement. Et coach Boukabous, Monsieur Boukabous, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous êtes plus vous réfrénez les émotions ou au contraire vous les
Vous êtes ouvert aux émotions de vos employés? Comment ça se passe? On ne peut pas être contre nature, on ne peut pas freiner. Après toutes ces explications, on ne peut que accepter être dans l'empathie. Nous sommes aussi des êtres humains. Si on est chef d'entreprise ou salarié ou autre, il faut d'abord accepter les émotions des autres et nos émotions, mais on ne peut pas bloquer. C'est-à-dire que je connais le Superman qui peut bloquer les émotions de l'autre. On a tout à gagner en comprenant, en acceptant, enfin on n'a pas accepté, en comprenant et dans l'empathie. Ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. L'objectif final d'une entreprise, comme on vient de dire, on est en équipe, on ne peut pas travailler seul, c'est jamais seul. On passe plus de temps avec nos collègues qu'à la maison. On passe plus de temps dans notre lieu de travail que chez nous, donc si on ne s'entend pas, si on ne se comprend pas, si on ne s'accepte pas, ça se répercute, même si je prends sur le plan économique, c'est un massacre. C'est rentabilité. Le travail, c'est un lieu de vie. Et on ne peut pas, dans une vie, il y a des émotions, on peut pas les... Maintenant, il faut les gérer, il faut les accepter, il faut c'est pour ça qu'on fait appel à des spécialistes. Il faut d'abord comprendre ce que c'est. Quand on est profane, voilà, des émotions, mais est-ce qu'on connaît toutes nos émotions? Je pense justement. Que non. Il y a des extrêmes, mais je pense qu'il y a, comme le coach dit, il y a une panoplie. Mais oui, je suis censé écouter. Maintenant, il faut demander à mon équipe. Normalement, nous sommes dans une ambiance, c'est une deuxième famille. Hein, on partage les bonheurs des uns, on partage la tristesse des autres. C'est un événement contraire. Une bonne nouvelle pour un élément, si elle n'est pas partagée, il y a un problème. Une tristesse aussi. Après, ça se gère. Parce qu'on est là pour travailler, et voilà. Est-ce qu'on peut exprimer toutes nos émotions? Toutes les émotions peuvent-elles être exprimées au travail? Alors, si c'est fait d'une manière écologique, oui. Parce qu'en fait, il y a un principe. Quand on exprime une émotion positive, elle s'amplifie. Ça veut dire qu'on va quintupler, voire l'effet de cette émotion positive. Et quand on partage quelque chose de désagréable, parce qu'il faut faire attention, aujourd'hui on ne parle pas d'émotions négatives, mais on parle d'émotions désagréables. Parce que si je dis l'émotion est négative, ça veut dire que c'est quelque chose dont je ne veux pas. Mais si je ressens de la peur, par exemple, effectivement, la peur est une émotion désagréable, mais elle est utile. Parce que derrière ma peur, j'ai un message de mon inconscient qui me dit il y a probablement un danger. Donc, partager une émotion désagréable, ça l'atténue. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en psychothérapie, on parle du récit de soi. Quand on se raconte, et quand on raconte quelque chose un trauma ou une situation compliquée, c'est ce que notre cerveau va métaboliser les choses. Et donc, ça va créer un chemin pour libérer les émotions. Donc, ça, c'est d'une part. Et donc, globalement, les émotions, ça ne peut être qu'exprimé. Et plus on les exprime de la meilleure des façons, en ayant, bien sûr, l'arrière-plan, à quoi ça sert et qu'est-ce que je peux... Alors, la stratégie d'expression, là, bien sûr, des fois, il faut l'apprendre. Ça veut dire que si j'ai un besoin qui n'a pas été nourri par ma hiérarchie ou par mon collègue, si, par exemple, je vais l'exprimer avec un ton de reproche ou d'insulte, bien sûr que ce n'est pas la bonne stratégie. Mais si je pars de mon besoin, si j'exprime mon sentiment de dire « je me sens en insécurité » ou « je me sens lésée et j'ai besoin de ça », bien sûr qu'on peut tout exprimer. Et c'est le but un peu. Il faut savoir les exprimer, ces émotions. Ce n'est pas toujours évident que ce soit pour le manager ou pour les employés. Complètement. C'est assez compliqué de savoir quand on a un coup de colère, ça peut arriver et à ce moment-là, on ne gère pas, on ne sait pas se retenir, on va dire. Ça, c'est un peu la théorie du cerveau triunique. Donc en fait, il faut savoir que, ce n'est pas comme ça qu'il est constitué anatomiquement, mais on a 3 cerveaux. Il y a un cerveau archaïque, c'est celui qu'on a en commun avec même les animaux. Après, on a un cerveau émotionnel. Et après, on a le néocortex. C'est toute cette partie qui est responsable de l'analyse, de la réflexion. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une émotion
importante. Il y a, ça, c'est notre cerveau. Donc, le pouce, c'est l'archaïque. La pomme, c'est l'émotionnel. Et là, c'est le néocortex. Et quand on a une émotion forte, ça se décolle. En fait, la raison, l'analyse n'est plus là. Donc, il n'y a que mon cerveau émotionnel et ma survie qui est activée. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on est envahi par une émotion forte, ce qu'on recommande à la personne, c'est d'utiliser le stop. C'est de bouger, de changer de place, de ne pas... Parce que généralement, le réflexe, c'est de vouloir à tout prix. On s'enfonce. Voilà, je veux et je veux qu'on en parle maintenant. Et en fait, l'idée ici, soit de poser une question, de se poser une question, parce que le cerveau ne peut pas arrêter une question. C'est qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe pour moi là tout de suite? Et là, ce que je fais, je vais reconnecter mon cerveau, mon néocortex, je vais le reconnecter à mon émotionnel. Et là, peut-être, plus je vais commencer à mettre de l'analyse, donc ça va faire baisser l'impact du cerveau reptilien, parce que pourquoi la personne, elle s'emporte? Parce qu'elle a besoin juste de se protéger. Parce qu'à ce moment-là, elle se sent en danger. C'est comme quand je suis dans une grotte et qu'il y a, je sais pas, un lion qui vient m'attaquer. Oui. Donc l'idée, c'est ça, c'est plus je comprends comment je fonctionne. Après, il y a des tempéraments aussi. Hein. Il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles. Alors aujourd'hui, c'est très à la mode, l'hypersensibilité. On a des questions justement des internautes. C'est extrêmement à la mode parce que voilà, avec les réseaux et tout, et des fois, c'est même pas ça. C'est juste qu'on est des êtres d'émotion. C'est pas l'étiquette hypersensible, j'ai envie de dire, ça veut rien dire parce qu'on est tous hypersensibles. Et des fois, par contre, il y a des personnes qui se dissocient complètement de l'émotion parce que pour eux, ils ont été, je sais pas, c'est pas bien, c'est mal vu, c'est de la faiblesse et tout. Justement. Et la rencontre de ces deux protagonistes, des fois, ça crée aussi une personne qui est sensible, qui a besoin d'être contenue, face à une personne qui est complètement dissociée par besoin aussi de se protéger. Ben, ça crée une dichotomie. Et là, il y a lieu de travailler l'intelligence émotionnelle. Ouais. Et plus je me comprends, je serai capable de comprendre l'autre. Pas toujours évident. Alors aujourd'hui, on cherche un certain bien-être au travail, une bonne ambiance. Alors, est-ce qu'on devrait adopter une démarche bienveillante au travail? C'est clair qu'un salarié heureux, c'est un salarié qui va moins s'absenter, c'est un salarié qui va vouloir venir travailler, qui va être loyal et tout ça. Est-ce qu'il faut aller dans la démarche bienveillante au travail? Oui. Sans se faire piétiner les pieds aussi, hein, parce qu'il faut savoir trouver le bon équilibre. Alors en fait, merci Covid-19, il y a eu des études récentes qui ont montré que des salariés heureux, c'est des salariés qui sont 7 fois plus productifs que les autres. Il faut dire que quand même 7 fois, c'est énorme. Quand on parle du profit and loss, en termes de pied, c'est énorme 7 fois. C'est juste parce que, en fait, quelqu'un qui est heureux, il a des émotions hautes. La créativité naît de l'émotion haute. C'est-à-dire, alors, je donne un exemple. Si vous devez faire une ksara, d'accord? Et quelque part, vous avez peur des chiens, il y a un chien qui rôde. Est-ce que vous allez être créatif dans votre façon de cuisiner votre ksara? Vous risquez même de la brûler. Voilà, exactement. Oui. D'accord. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas en sécurité, vous avez besoin de vous protéger. Un salarié qui n'est pas bien, qui a peur, je ne sais pas, peut-être pour ses enfants, qui a peur peut-être de recevoir une remarque pas agréable, de ne pas être supporté, valorisé, de ne pas être reconnu. Donc c'est un salarié qui va être en insécurité. Donc il va mettre son énergie dans des stratégies de protection. Au lieu de la focaliser. Mais si il est bien, quand il rentre le matin, il sait que même si son boss lui a pas dit bonjour, mais il a déjà reçu le mail le soir où il a été félicité pour son travail, parce que peut-être il a des contraintes, il peut faire son sport, je sais pas, à 7 heures du matin. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tellement en sécurité que son énergie pour se protéger, il va l'utiliser pour créer. C'est ça. Et donc, quelque part, c'est rentable pour tout le monde.
si un salarié se sent bien. D'ailleurs, c'est pas par hasard que à la Silicon Valley, quand on voit les grandes entreprises, nous on se dit waouh, ils ont des vélos, ils ont des salles de sport, mais parce que tout simplement ils sont 7 fois plus productifs que. C'est ça. Voilà, on est dans une société américaine où le profit est roi. Donc, s'ils ont mis en place ça, c'est qu'il y a eu des études derrière. Donc, un salarié heureux, en équilibre, c'est un salarié qui risque de se donner à fond. Donc, la culture du bien-être, pour moi, c'est la base si on veut créer de la valeur ajoutée. Oui. Et au-delà, c'est-à-dire on va aller, ce salarié va se sentir, mais quelque chose de très important, l'appartenance. L'appartenance, oui. Pour lui, c'est son affaire. Quand on discute avec mon équipe, enfin au lancement, quand c'est pas mon projet, c'est notre projet. Le fait de dire ça change tout. Hein, juste la phrase. Et cette appartenance, je vous assure que même si vous n'êtes pas là, la réussite, c'est quoi dans le business? C'est quand vous n'êtes pas là et ça fonctionne. Parce que ce personnel, d'ailleurs, je rends hommage à mon équipe, et merci beaucoup, même, je me déplace souvent. Mais cette appartenance, des fois, on vous appelle pour vous rappeler des choses et pour s'inquiéter sur des choses, même des fois, un rendez-vous personnel, vous imaginez un peu. Et ça, c'est les conditions, le bien-être, l'ambiance de travail, la sécurité. C'est vrai, on est plus créatif quand on est à l'aise. Quand la personne défend l'image de l'entreprise en l'absence du responsable, j'aime pas le mot patron et tout, ça veut tout dire. C'est qu'on ne le fait pas par hasard, c'est parce qu'il y a eu un travail. Quand on parlait il faut savoir exprimer les émotions, mais il faut savoir les détecter, si je parle de l'autre côté, et de les accepter aussi. Des fois, ce n'est pas évident. En tant que manager, ce n'est pas toujours facile. Exactement, parce que même le salarié, la personne exprime, même nous, on doit exprimer, mais l'autre partie doit savoir détecter. Est-ce que toutes les émotions sont exprimées par des paroles? Non. Je pense que je parle sous le contrôle de notre coach. C'est peut-être un geste, c'est peut-être un visage, c'est peut-être une expression. Et c'est à nous d'aller chercher un peu. Moi, je pense qu'il y a une double responsabilité parce qu'il faut aussi, nous sommes des êtres humains, exprimer nos émotions, mais il faut gérer les autres. C'est pas facile. Notre coach est aussi chef d'entreprise, ça doit être, on parlait tout à l'heure en aparté, c'est-à-dire quand vous coachez, vous récupérez une charge ou là une charge émotionnelle, des fois. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais corriger, je ne vais pas dire négative, désagréable. Et même les coachs, des fois, on a besoin d'être coachés, c'est terrible. Mais l'idée, c'est de savoir gérer tout ça et être dans une même équipe. Et peut-être coacher les chefs d'entreprise aussi à savoir reconnaître. Complètement. En fait, il faut savoir que l'émotion, elle est électromagnétique. D'accord ? L'émotion, c'est pas quelque chose de virtuel comme ça. C'est un signal électrique, magnétique qui circule dans le corps. Donc l'émotion dont vous n'allez pas vous occuper, elle s'occupera de vous. Une émotion qui n'a pas été utilisée. Ah oui. Une émotion qui n'a pas été entendue, verbalisée, à laquelle on n'a pas répondu parce que, je vous donne les 4, joie, colère, tristesse et peur. Ces 4 émotions, chacune elle a un message universel. La peur, il y a un danger, réel ou imaginaire. La tristesse, c'est je constate une perte, donc je fais un travail de deuil. D'accord ? La joie, mes besoins et mes valeurs sont respectées. Et normalement, l'être humain, il est censé être en joie quand ses besoins sont satisfaits et quand il est aligné à sa boussole intérieure, ce qui est important pour lui. La colère, c'est tout simplement mes besoins et mes valeurs ont été bafoués. Donc, à partir de là, si je suis capable de comprendre les messages, mon émotion ne restera pas dans mon corps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tellement de pathologies somatiques. Oui. La personne, quand elle se prend la tête avec sa collègue, le lendemain matin, elle a la nuque bloquée, elle a une hypertension, c'est parce que l'émotion, bien sûr, il y a eu un moment qui s'est passé et à un moment, le corps, il a dit « moi, j'en peux plus ».
l'électromagnétique, il faut qu'il soit libéré. Il faut décharger tout ça. Décharger, c'est très important. Et ceux qui travaillent dans le domaine de l'accompagnement, moi je le dis toujours, et d'ailleurs je pense que Wahida le sait sur les réseaux, moi je dis toujours, moi j'ai une énergéticienne, un coach, une thérapeute, il y a toute une équipe pour moi, pour pouvoir faire ce que je fais au quotidien. Oui. Parce qu'on absorbe. On est des éponges. Et quand on travaille dans l'accompagnement, c'est qu'à un moment, on reçoit pour miroiter, mais il y a toujours des résidus. Et puis ça rentre en résonance avec notre propre histoire. Donc il faut être capable aussi. Et puis le chef d'entreprise, il a ses peurs aussi. Il doit être dans cette posture d'accompagnant, de fédérer de l'idée. Mais quand des fois, il y a des situations où voilà, il y a quelqu'un qui ne fait pas vraiment ce qu'il faut et qu'on a relancé 2-3 fois, il faut savoir garder la juste posture entre rester ferme et être bienveillant. Et des fois, nous aussi, on a besoin d'être accompagnés pour mettre de l'ordre dans tout ça. Exactement. Et cette responsabilité, si vous permettez, parce que comme je le dis à mon équipe, moi, je ne l'ai pas inventé. C'est-à-dire, si on gagne tous. Tout à fait. Mais si on perd, je perds. Oui. C'est mon business. C'est-à-dire, bon, à la limite, le salarié paye un salaire, mais il va se retrouver. Mais si on diffuse ça, ça rassure un peu. Nous gagnons tous, mais si je perds, c'est moi le responsable de la perte. Et ça, c'est comme, j'aime bien le mot, on est une éponge. C'est-à-dire à la fin de la journée, à la fin d'une séance de coaching, d'accompagnement, c'est vrai qu'en plus, on ne doit pas montrer à l'autre. On est en train d'accompagner quelqu'un, on doit garder cette posture. Mais le soir, dans notre chambre d'hôtel ou là ailleurs chez nous, en plus, il ne faut pas ramener tout ça à la maison. Justement. Mais vous imaginez un peu la gymnastique. Charge, oui. Et il faut être là. Mais bon, j'adore ce métier en plus. Mais ce n'est pas évident. Ouais. Ce n'est pas toujours facile. Et pour les personnes en situation de handicap, souvent elles font face à des préjugés, à des stéréotypes, à des jugements basés sur des a priori. Ce n'est pas toujours évident pour elles aussi d'essayer d'emmagasiner aussi les émotions des autres, parce qu'en face d'une personne en situation de handicap, on ne sait pas forcément comment réagir. Et on se retrouve à ne pas savoir quoi dire, ne pas savoir quoi exprimer. Ce n'est pas toujours évident. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, moi je travaillais dans des multinationales et il y avait un quota, je ne sais pas s'il est de l'ordre de 1 ou de 5%, où on fait de l'intégration de personnes avec... Et c'est vrai qu'une personne dans une situation particulière, elle est très sensible au verbe, à la parole, à la mimique, au regard et tout. Et je pense que c'est toute une philosophie derrière, parce que ce n'est pas tout le monde qui a ce tact, comment parler à une personne, par exemple, qui a des difficultés, je sais pas, au niveau de ses mains ou au niveau de ses jambes. Un accompagnement ferait le plus de bien par rapport... C'est des personnes hyper résilientes, par contre. Il faut comprendre ça. Justement, ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est un portrait que nous a fait notre journaliste Yasmine Blihidja, qui a suivi justement une médecin qui est en situation de handicap. On voit ça tout de suite. Super. À l'hôpital de Ben Aknoun, où on trouve une femme forte, pleine d'espoir et de courage. Docteur Souad Bougadou, médecin généraliste, chef de service de la médecine du travail. Malgré les lacunes rencontrées, elle n'a cessé d'évoluer et d'apprendre pour réaliser son rêve, devenir médecin. Le parcours n'a pas été facile, mais alhamdoulilah, avec la patience, la persévérance, le courage, alhamdoulilah, j'ai abouti. C'est vrai que c'était un rêve encore plus, mais alhamdoulilah. C'est vrai que j'ai eu 3 ans de chômage, mais alhamdoulilah, j'étais bénévole, vivante. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler 2 ans à Douar en tant que pré-emploi, c'est vrai, mais alhamdoulilah, c'était les 2 années, les meilleures années d'expérience. Voilà. Ensuite, j'ai eu un poste à Ben Aknoun. Dr Bougadou, c'est le médecin, Allah ybarak, c'est le plus ancien هنايا. وديجا يستيني بار كال بيرسون تاعنا يحبوها باسكو اللي طري سيريوس وتحب خدمه تاعها تحبها بزاف اي لو مالاد تاعها لو باسيون تاعها اشاك فوا تبعو دير لي سويفي ديالو حتى جوش باسكو حتى لا غيليزون تاعو. De par son expérience de vie,
Dr Bougadou soigne et traite ses patients avec humanisme. Pour ses collègues, c'est une sœur, mais aussi un exemple à suivre. Une combattante qui a défié tous les obstacles pour devenir la personne forte qu'elle est. Le problème, c'est que les dernières années d'Oka, on a un syndrome post-polio en tant que polio, parce que c'est la polio que j'ai eue à l'enfance. Et donc, je suis petite, et tout, mais n'empêche que ça n'a pas de répercussions sur mon travail. Alhamdoulilah. En plus, j'ai une bonne communication avec les collègues, avec les patients. La vérité, j'aurais aimé encore, dans mes études, j'aurais aimé, mais en tant que généraliste, je suis omnipraticien, c'est bien parce que je fais toutes les spécialités. Dr Bougadou Souad, si je dois dire quelque chose à Léa, c'est un médecin modèle. Elle est à jour, c'est-à-dire quand elle donne un traitement, c'est le traitement. C'est le traitement qu'un médecin puisse donner. C'est un médecin compétent. يعني رمز c'est un modèle. هذا واش نقدر. C'est une femme très forte. كي تلحق هنا سبحان الله تجي من ذاك تجينا في حالة تاع تعب. هي تبدا يدخلها les malades, elle se métamorphose. C'est un médecin modèle, c'est tout ce que je peux dire. C'est une personne qui m'a donné l'envie de combattre encore plus et plus malgré les difficultés. يعني journalier. C'est une personne اللي بها يعني قدوة. أنا pour moi هذه قدوة ديالي. طبيبة أنا أقول لك دكتور بغدو طبيبة هايلة بزاف. لي مرض تاعنا تداويهم وتجي في الوقت وجامي ترجع واحد وتعاون كاع الغاشي. Les personnes handicapées, je leur dis courage, il faut, c'est ça, il faut compenser, il faut avoir le courage, il faut parce que le changement il dit من عنده avant من بعد باش والانسان ربي اللي خلق ما يضيع انا نقولها لهم اللي خلق ما يضيع باسكو ينحي لك حاجه يعوضك بحاجه و personne n'est parfait. Alors, il faut avoir le courage de persévérer et dire l'objectif comme votre rêve, vous pouvez aboutir. Les personnes à besoins spécifiques sont des personnes qui peuvent réussir, étudier, travailler et avoir une vie normale. La patience, le courage et la force sont la clé de cette réussite. Et voilà, donc une femme courageuse et qui l'a dit, le changement vient de soi pour que les autres puissent l'accepter, n'est-ce pas? Totalement. De toute façon, même dans notre religion, on dit que c'est un peu, moi je dis toujours, les jeunes qui disent oui, moi je veux partir à l'étranger pour pouvoir changer de vie. Je leur dis, si tu ne l'as pas déjà changé ici, si tu n'as pas commencé à faire ça ici, ce n'est pas ailleurs. Il faut arrêter de croire que c'est l'extérieur qui va prendre en charge mes besoins. On a une force, ça se cultive, ça ne tombe pas du ciel. Elle a parlé de persévérance. Ça, je pense que c'est le mot, c'est la base de la résilience. La résilience, c'est cette femme, elle a été ébranlée par une maladie. Donc elle a été, depuis son jeune âge. Mais je pense que la seule chose qui a fait qu'elle a pu continuer, c'est parce qu'elle a été inscrite dans un processus de persévérance. Je lâche rien et surtout sortir du rôle de la victime. Oui. Elle n'est pas là à se morfondre, à se dire oui, moi j'ai pas eu, je suis en Algérie, j'ai pas les soins, j'ai pas. Elle a fait ses études. Dieu sait comment. Franchement, je suis en admiration parce que j'imagine, c'est vrai qu'il y a des infrastructures qui sont pas forcément adaptées pour pouvoir se mouvoir facilement et tout. Mais elle a fini, elle est chef de service aujourd'hui. Elle a fait un parcours de 7 ans minimum. Donc quand on veut, on peut. Je ne dis pas que c'est facile. Oui. Ça demande du temps. Mais quand on enlève, mais c'est possible. Et aussi, je pense que s'il y a des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est important d'enlever la notion du temps parce que des fois, le temps, il nous bloque. Ah, c'est bon, c'est trop tard. J'ai 30 ans, je n'ai pas fait. Si on enlève la notion du temps, tout devient
possible. Le temps et l'espace, si vous Et permettez. oui. Parce que là, là-bas, c'est mieux. Voilà, ça c'est... Voilà. Donc oui, le changement vient de l'intérieur. Et la puissance personnelle vient de Mais ce l'intérieur. qu'on remarque en général, c'est que les personnes en situation de handicap ont une vraie force en eux. Ils sont très courageux, enfin ces personnes-là sont très courageuses et elles ont la force de combattre et d'aller jusqu'au bout. Et on devrait en prendre exemple, n'est-ce pas? C'est ça. Tous les jours. Oui. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de soi. L'habituation hédonique est malheureusement est un mécanisme psychique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on a de l'eau dans nos robinets, c'est normal d'avoir de l'eau. Il suffit qu'on ait une coupure de 15 jours pour que l'eau devienne waouh, on est tellement heureux. Quand on s'habitue à la chose, pour nous c'est normal. Donc, quand ces personnes, ils développent cette capacité parce qu'il y a quelque chose qui leur manque et ils ont cette capacité d'être toujours dans la gratitude, de dire « Ok, j'ai pas ça, mais je suis capable de créer ça ». Donc, ça peut être c'est un cadeau caché de la maladie, en fait. Ça, c'est très fort, ça, si vous permettez, parce que ça me rappelle, moi, une personne que j'admire, elle me dit « Profite, quand on est comme ça, on se plaint pour n'importe quel bobo, profite, tu as toute ta santé, parce qu'un jour, quand tu ne l'auras pas, tu te dis, j'aurais dû être très content quand je ne l'avais pas. Ça, c'est une phrase, j'admire cette personne, et c'est une phrase, c'est une philosophie de vie. Parce que l'exemple de l'eau, normalement, moi je pense, je ne suis pas le spécialiste, mais on doit tous être dans l'état d'esprit de ces personnes. On doit toujours penser qu'à tout moment, on doit tout perdre pour valoriser la chose. Quand on n'a pas l'eau, comment je faisais quand j'avais l'eau, par exemple, là, l'exemple commun pour nous tous. Et il faut avoir cette généralisation pour tout, au fait. Ils puisent une puissance, parce que, je ne sais pas si le mot est juste, ils sont privés de certaines choses. Donc, dans cette situation, on cherche, j'admire la phrase, tout vient de l'intérieur. Et cette force, peut-être, parce que quand on est privé, on va fuiner, chercher cette force à l'intérieur. Et bien donc cette force, elle existe, même si on n'est pas privé. Pourquoi ne pas travailler sur ça et aller chercher tout le temps? Et si tout le temps on est dans... Moi, cet exemple, normalement, on doit le montrer à tout le monde pour dire, voilà, avec cette persévérance, ce courage, pourquoi on va le chercher quand on est privé de... Pourquoi on ne l'utilise pas tout le temps? Des fois, c'est vrai, ce n'est pas évident pour nous, mais c'est très important. Nous sommes le seul responsable de notre sort, de notre vie, de notre destin. Tout est possible. Quel que soit le lieu, l'endroit, la situation. Maintenant, c'est vrai, c'est plus facile ici qu'ailleurs, je ne sais pas. Mais c'est un environnement, on ne va pas le changer. On doit s'adapter dans cet environnement. Et juste par rapport aux émotions, si vous permettez, parce que nous, on a des collègues qui sont en situation de handicap. Quand on travaille, quand on revient aux émotions, c'est qu'il faut toujours les considérer comme tout le monde. Il ne faut pas aller... Très important. Voilà, il ne faut pas prendre des pincettes pour aller leur parler ou quoi que ce soit, parce qu'ils ressentent ça. Par contre, moi, quand je croise mes collègues ici, donc on se parle, on les met vraiment à l'aise quand on oublie leur handicap. Et ça, c'est très important. Ça les fait aussi évoluer. Exactement. Il ne faut pas identifier la personne par rapport à... Voilà, c'est comme avec la maladie. Moi, je dis toujours... La personne, c'est pas la personne, la maladie, c'est pas la personne. Il y a une personne qui est extraordinaire, avec un potentiel, il y a la maladie. La maladie, c'est un détail de ta vie, mais c'est pas toi. L'handicap, c'est une spécificité. Mais si j'ouvre ma conscience à tout ce que cette personne peut faire, peut créer, mais il est juste extraordinaire. Par contre, c'est nos mécanismes psychiques qui nous enferment. D'ailleurs, il y a un exercice de la psychologie positive qui est extraordinaire et très simple et à la portée de tout le monde. C'est le journal de gratitude. Moi, j'ai envie de dire, dans notre culte, l'hamd. Mais par contre, pas le faire d'une manière automatique. Hamdoullah, hamdoullah, hamdoullah. Non. Il faut ressentir vraiment les choses, se connecter et dire moi, une fois, je me suis brûlé la main à Ramadan et je me suis retrouvée en allant au cabinet. Quand la main allait mieux, je lui disais c'est génial, merci ma main, tu es là. J'arrive aujourd'hui, je vais pouvoir faire le bourek. Mais c'est vrai que cette main, pour moi, elle est normale, elle est là, elle existe. Mais on n'arrive pas quand même à faire ça tout le temps. Et c'est comme un muscle, la gratitude. Il faut savoir le pratiquer. Parce que quand
j'enlève, parce que le cerveau tana, comme il veut nous protéger, l'instinct de survie, il va en premier lieu voir ce qui ne fonctionne pas. Donc nous, ce qu'on va faire, on va le ramener à ce qu'on a déjà, parce qu'il nous manque. Parce que de toute façon, il y aura toujours quelque chose qui va manquer. Mais des fois, on pense plus à ce qu'on n'a pas qu'à ce qu'on a. Tout le temps. Mais j'ai rien. Si vous coincez la personne, ah bon, vous n'avez rien, vous êtes en bonne santé. Faites l'inventaire. Ah oui, quand même. Finalement. Ah oui, quand même. Ben oui. Quand ça serait bien de faire ça dans le rituel matinal, le matin, prendre, je sais pas, 5-10 minutes, je parle souvent de contrôle. Qu'est-ce que j'ai? Finalement, si je recense, ça doit être magnifique. On prend conscience que finalement tu as un toit, tu as une bonne santé, tu as un boulot, j'ai pris un bon café, je suis en sécurité, je respire, je me suis réveillée. C'est pas tout le monde qui a eu la chance de se réveiller ce matin. Si je me connecte à la Terre... Ça paraît banal, mais c'est extraordinaire. Mais quand on perd un être cher, c'est là, des fois, on se dit « Ah oui, mais finalement... » Ça peut basculer d'une seconde à une autre. C'est même pas d'une journée à une autre. Mais malheureusement, rapidement, on retombe dans nos travers. D'où l'importance de connaître son mindset et de le travailler tout le temps. Moi, ce que je dis, le bien-être, ça ne nous tombe pas du ciel. C'est comme tu manges tous les jours, 3 fois par jour pour alimenter ton corps, et ben ton état d'esprit, ton bien-être, ta santé mentale, ça se travaille de la même manière. Et tout le temps, tous les jours. Tout le temps. Oui. Alors, comment gérer les situations où un employé exprime une émotion inappropriée ou excessive au lieu de travail? On revient un peu sur les émotions. Ça vous est déjà arrivé et comment vous avez pu gérer cette situation? Écoutez, moi, je pars du principe que toute émotion, tout comportement, ça, c'est pas gratuit, il y a quelque chose se cache derrière. Donc, au lieu de s'attaquer au comportement, il faut essayer peut-être de comprendre le pourquoi de la chose. C'est vrai, nous ne sommes pas parfaits, des fois on se trompe de jugement, des fois on ne sait pas diagnostiquer la chose. Mais moi, j'aime bien se calmer, ne pas prendre des décisions tout de suite, quand on essaye de comprendre. Laissez le temps faire... Des fois, il y a cette histoire de reformulation. Quand quelqu'un arrive et dit, je sais pas, il est énervé, le fait de dire tu es énervé, c'est pas parce qu'il va prendre conscience, mais peut-être il va dire, il se voyait même pas énervé. À la limite, il va se calmer. Après, on peut discuter. Mais en situation inappropriée, oui, mais tout le monde... Si un employé pique une colère et sort un peu de ses gonds... La chose qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas répondre par une autre colère. Ça, c'est clair. L'inviter à se calmer, à prendre un verre d'eau. À se calmer, on se verra après. J'ai pas le temps. Trouver ça, c'est pas ce que j'utilise. Après, est-ce que c'est le plus correct? Je ne sais pas. Je ne suis pas le spécialiste. Mais des fois, moi, j'évite de prendre des décisions ou de décider quelque chose sur place. Des fois, quand vient, on va prendre un café. Des fois, on change de sujet. Des fois, quand je ne te parle pas. Maintenant, mais après, c'est vrai qu'on fait des erreurs. Mais ce qui est sur le principe de base, c'est que moi, je veux même pas ouvrir le sujet. Ou là, quand des fois, on change de cadre et ça change. C'est fou. Hein? Des fois, on sort. On va dans un café. Des fois... C'est pour ça que des activités extra... le team building, des choses extra-professionnelles, c'est important. Après chaque colère, on va faire une balade. On est là pour travailler aussi. Pas que ça devienne une habitude non plus. C'est notre culture aussi. Il faut mettre en place une culture. Parce que, mais ce qui est sûr, moi, je pense d'après mon comportement, j'évite de prendre de décisions à ce moment-là. Un sourire, je ne sais pas si c'est prouvé scientifiquement, mais un sourire, une phrase. Moi, je suis adepte, je crois que les mots sont des déclencheurs d'émotions. Un mot peut changer une situation. Un regard, un sourire peut, je pense, des fois ça ne marche pas, mais ça peut changer une situation. Le fait que le bonhomme arrive, la personne arrive en colère, et vous êtes comme ça avec un sourire. Dès le matin, personnellement, ici à Canal Algérie, le matin, on arrive et on voit Naseha, notre rayon de soleil. Oui. En tout cas, elle est tellement joyeuse, elle est tellement souriante. Qu'elle nous, même si on arrive fatigué, même si on arrive trop tôt et tout ça, mais dès qu'on la voit, on a forcément le sourire parce que elle représente la bienveillance, elle représente le bonheur, la joie à elle seule. Il y a des distributeurs de joie. Quand même. Exactement, c'est un distributeur de joie, c'est elle, c'est Naseha de Canal Algérie. Oui, coach, alors
comment gérer genre, une situation où l'employé sort de ses gonds. Quelle est la meilleure méthode pour gérer cette situation? Alors, pour répondre à cette question, ça dépend. Est-ce que c'est la première fois? Oui. Ou est-ce que c'est récurrent? D'accord. Donc, premièrement, on a un débordement émotionnel. Donc, si ça se passe entre deux personnes, donc il faut savoir que je viens autant que qui pour pouvoir. Alors, si c'est moi avec moi-même, bien sûr, il y a tout un processus pour travailler la gestion des émotions. La première des choses, il faut éviter la communication avec le tu. Au lieu de lui dire tu es en colère, je vais dire voilà le tu qui tue. Je vais dire je me sens moi déstabilisée par la situation et cette colère. Je préfère me retirer. Généralement, il faut éviter de rentrer en interaction quand il y a un débordement émotionnel. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau analytique, il n'est plus là. On peut poser une question. Est-ce que tu souhaites qu'on en parle une fois que tu seras plus calme? Ou bien inviter la personne à changer de place, sauter. Parce que les émotions, elles ont besoin d'être évacuées. Des fois, faire le polichinelle sur place, ça permet à la personne de... Bon. Après, oui, comme quoi. Donc, J'imagine le nombre de salariés en train de sauter dans nos usines. Ouais. Ça doit être... Parce que, comme je vous ai dit, c'est électromagnétique. Donc, le corps, d'ailleurs, quand on voit, par exemple, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, le corps, qu'est-ce qu'il fait instinctivement? C'est des tremblements. Oui, tremble. Aujourd'hui, il y a des thérapies, le shaking. En fait, tu vas chez le thérapeute, tu trembles. D'accord. Et quand tu reviens, tu te sens mieux. C'est pour libérer les charges émotionnelles qui sont au niveau du corps. C'est ce qu'on appelle tout ce qui est psychologie énergétique. Donc, par exemple, sauter sur place, changer de place, éviter, par exemple, de continuer à parler au téléphone, de dire « je m'excuse, ok, on se parlera plus tard ». Laisser la surcharge émotionnelle passer, par la suite, revenir bien sûr, toujours, si on veut bien communiquer, bien gérer, il faut partir de soi. Parce que généralement, tu es en colère, tu m'as manqué de respect, le tu met tout de suite l'autre dans une situation d'attaque. Il a besoin de se protéger. C'est ça. Donc ce sera un discours de sourd et ça va monter. L'idée, c'est d'aller trouver le besoin, parce que s'il se met en colère, ce qu'on a dit tout à l'heure, la colère, c'est besoin non satisfait, valeur bafouée. Oui. De son angle de vue, c'est ce qui a été touché. Après moi, de mon angle de vue, si je suis protagoniste dans la relation, il faut que je comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour pouvoir travailler ça, il faut que les trois cerveaux soient connectés pour les deux personnes. Donc l'idée, c'est soit bouger, pratiquer le stop, respirer. La cohérence cardiaque, elle est extraordinaire. 3 à 5 minutes de respiration abdominale et ça permet tout de suite de faire baisser l'activation émotionnelle. Voilà. Et justement, il y a aussi d'autres solutions que va nous proposer Wahida pour sa rubrique Oui, cher, juste après ceci. Depuis tout à l'heure, vous aviez hâte de parler un peu de ces méthodes novatrices. Je vous ai regardé un peu, écouté. On va le faire là tout de suite. Justement, vu que le travail évolue, le temps évolue, les méthodes aussi novatrices, confortables pour les travailleurs évoluent aussi. Il faut que ça soit à l'ère du temps. Donc, on commence. Aujourd'hui, j'ai un peu choisi des méthodes qu'on peut adapter éventuellement ici et des méthodes qui existent déjà et c'est à encourager, pourquoi pas. Donc, on commence par la première des méthodes, c'est la personnalisation des lieux avec des stickers ou des cadres, tout simplement. On peut très bien, je pense que vous, avec vos collaborateurs, vous devez certainement avoir des bureaux où ils mettent des cadres. Moi, j'ai des écriteaux sur les murs. Aussi. Travailler avec des grandes... sortir, raisonner hors cadre. C'est des messages inspirants. C'est des messages comme ça inspirants. Justement, les managers utilisent maintenant des stickers sous forme de messages pour motiver leur équipe. Par exemple, ils peuvent mettre comme là, teamwork, dreamwork. Ça, c'est motivant pour le collaborateur. Et là, on peut identifier de quel bureau il s'agit. Ouais.
Il y a aussi, deuxième des situations, c'est quand dans certaines situations, le bien-être des employés est mis à rude épreuve après une longue journée où on passe une journée assise, donc on a mal, on a les jambes qui sont lourdes. Il y a certaines entreprises qui ont adapté un nouveau système, tout simplement, c'est utiliser des poufs ou des ballons de yoga. Oui. On avait s'asseoir. Voilà, on avait parlé de ça pour s'asseoir, pour un peu ou des fauteuils ergonomiques qui peuvent mettre dos, vraiment à l'aise, confortable le dos, les jambes aussi, et de temps en temps ils peuvent sauter peut-être. J'ai un peu fait le lien dans ma tête, ils peuvent peut-être sauter avec leur ballon pour se débarrasser du stress et de la colère. On va rajouter un trampoline alors dans nos mobiliers. Oui, ça serait bien, oui. Oui, c'est une bonne idée aussi. Donc on a aussi, quand on parle du mobilier, on a les bureaux réglables. Donc que ça soit manuel ou électrique, vous avez vu parfois quand on est petit de taille ou grand de taille, on a du mal avec un bureau et du coup au bout d'un moment on est fatigué, on ne se concentre plus. Notre seule concentration va vers la douleur ou vers l'inconfort qu'on est en train de vivre. Le mobilier est important quand on est mal assis, inconfortablement. Voilà. Très important. Oui. Vous voyez là, il y a des bureaux qui sont vraiment, on peut les adapter selon la hauteur de la personne. Par exemple, aujourd'hui j'ai envie d'être élancée, donc je le mets vraiment en hauteur, et d'autres jours où j'ai envie d'être vraiment courbée, affalée tout simplement, pour créer. Donc je peux le régler selon mes envies et mon confort tout simplement. Donc il y a aussi, quatrième des choses, c'est des espaces de coworking à l'intérieur de l'entreprise. Donc mis à part avoir, vous avez vu dans des entreprises, il y a des bureaux, il y a des spécialités. Chaque bureau, chaque espace a une spécialité. Ils se rencontrent rarement. Parfois ils ne se connaissent même pas quand c'est des grandes entreprises. Donc quand on crée des coworking, il y a des entreprises étrangères qui ont créé, pour créer des solutions informatiques. Souvent quand chacun est dans son bureau, ils sont en train de faire la recherche tout seul dans leur petit coin, ils oublient des petits détails. Mais lorsqu'ils se rencontrent au sein d'un coworking, à l'intérieur de leur entreprise, ils se mettent tous ensemble. Un open space. Exactement. Généralement, c'est des open space, exactement, avec plein de couleurs, plein de lumière aussi. Et un autre détail que je vais citer juste après, où ils se mettront tous pour créer certaines choses pour l'entreprise, pour avoir de la créativité. Déjà discuter avec les autres collègues qu'on ne croise jamais, ça nous permet d'avoir de nouvelles idées, de changer un peu d'air, des échanges. Ça nous donne des idées, c'est ce qu'on fait dans Ma famille, ma vie. Voilà. Nous, on raconte tout le temps notre vie aux écrans. On se rencontre le matin, après, on a une salle où on rencontre aussi les autres collègues, soit de la formation, soit de la production. On discute avec eux, on nous donne des idées, on nous corrige, on nous inspire, ça c'est très important. Oui. Donc, et on nous supporte. Moi je dis ça pour Farida qui me supporte chaque matin. Donc il y a aussi un salon interdit au travail. Donc c'est un salon où on peut tout faire sauf travailler. D'ailleurs, il y a certaines entreprises qui ont choisi de mentionner ça grand à l'entrée de cet espace. Généralement, c'est des espaces perdus, ils ne savent pas quoi faire exactement dedans. Donc, tout simplement, il faut laisser le collaborateur aller. S'il a envie de faire une petite sieste, que je vais en parler tout à l'heure, il peut le faire. S'il a envie de danser, de sauter pour évacuer ses émotions. Et s'il a envie d'écouter de la musique ou de jouer aussi, c'est un espace où on peut tout faire sauf travailler tout simplement. On n'a pas ce salon, mais on a une cuisine. Aussi, donc on peut préparer ensemble, etc. Ouais. Exactement. Là, il y a aussi une autre méthode novatrice, c'est les salles de jeu. On est une génération connectée, une génération de gamers. La majorité des collaborateurs, je pense que vous allez nous dire ça, sont des gamers, c'est des personnes qui jouent. Et parfois, ils ont besoin de se déconnecter quelques minutes dans la journée. Donc, durant leur pause de déjeuner ou pause café, ils ont besoin de jouer. D'ailleurs, on les voit souvent avec leur téléphone, leur smartphone. Mais jouer avec les collègues, c'est plus intéressant, je pense. Exactement. Donc, certaines entreprises ont senti ce besoin. Ils ont créé des espaces pour jouer avec leurs collègues. Il y a des consoles de jeux, des jeux en ligne. C'est des histoires de 10-15 minutes, mais ça, apparemment, ça donne vraiment envie de recréer, de travailler, de donner plus à l'entreprise. Très bien. Dernière petite idée, c'est les siestes. Donc, c'est des siestes qu'on peut autoriser. En ce moment, dans certains pays, sont autorisés et réglementés. C'est une sieste de 15 minutes et non pas d'une journée. 2 heures. Le sommeil réparateur. Oui, si on peut appeler ça. C'est aussi culturel. Voilà. Il faut pas Parce que chez nous, il n'est pas réparateur. Hein. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse 15 minutes. Dévastateur. Oui. Nous, c'est oui. Parfois, ça dépasse même. Exact. Donc, cela favorise le bien-être et augmente la productivité de l'employé. Donc, ça, c'est ce qu'on fait un peu. Est-ce que j'ai parlé des plantes? Oui. Non, on n'a pas parlé des plantes, on en a parlé avant pendant le jingle. Oui, parce que j'ai tellement de choses à raconter. Il y a aussi les plantes que vous avez parlé, on a parlé tout à l'heure de l'importance d'avoir des plantes. Même si nous, ici, on a des plantes, je ne sais pas si les téléspectateurs les voient de temps à autre ou pas.
C'est pas juste pour faire beau, mais nous, quand on rentre, ça nous donne cette envie. Et une plante apparaît par magie. Voilà. Et Mais la magie de la télé. C'est magnifique, les plantes. Il faut citer qu'on a un magnifique jardin au sein de la télévision. Exactement. On passe souvent notre temps. Quand il fait beau, c'est juste à côté de la cafette où on se rencontre avec nos collègues, on discute. Ça nous déstresse et ça nous relaxe. Exactement. Voilà. Et voir la nature, ça fait du bien. Je vais prendre ta rubrique et je pense qu'on va aller la proposer à notre directeur tout à l'heure. Oui. Je pense qu'il est en train de regarder. Oui, sûrement. Alors, on continue donc pour la gestion des émotions et on va passer aux questions des internautes qui sont importantes aussi parce qu'on va dire hier, donc on a posté une boîte à questions pour voir les questions que se posent les gens en général. Alors, la première question est la suivante. En entreprise familiale, ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses. Comment s'y prendre? C'est ça, c'est compliqué hein, quand on travaille avec le papa, la maman, le frère, la sœur et tout ça. Et faire la part des choses entre le travail et le privé. Oui, alors là, c'est une vraie question. Pourquoi en fait c'est très compliqué? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'implication émotionnelle. C'est comme par exemple un médecin ne peut pas soigner ses enfants ou sa famille, un psy ne peut pas prendre en charge, c'est tout simplement parce qu'on est impliqué. Il y a quelque chose de l'ordre de ce que nous sommes qui rentre en interaction. Ici, dans ce cas de figure, moi ce que je recommande, c'est que dès le départ, il doit y avoir un cadre d'acier à mettre en place. Mais vraiment, un vrai cadre, avec des rituels, avec des codes. Par exemple, quand je vois que ça commence à dire, par exemple, un mot plante. Donc, quand le code plante est déclenché, les deux protagonistes doivent se séparer, doivent revenir. Mais sinon, c'est hyper compliqué. Le plus important, je pense, on ne peut pas sortir d'un piège si on ne sait pas qu'on est dedans. Avant d'aller travailler en famille, il faut comprendre qu'il y a quelque chose de plus que si je travaille chez quelqu'un d'autre. Donc si je sais dès le départ et je prends conscience que travailler en famille, ça va me demander quelque chose, enfin, des compétences en plus, je dois me préparer. C'est ce qu'on appelle des objectifs d'apprentissage. Donc si je décide de lancer un business avec mon époux, il faut qu'on se pose et se dire, écoute, là, il va y avoir ça, et on va être confronté à ça. Et le désaccord ne veut pas dire le désamour, parce que dans les couples, c'est ce qui est compliqué. On mélange entre, on n'est pas d'accord, pour nous, on ne s'aime pas. Non, on peut avoir des divergences d'opinion et être complètement amoureux, on s'entend et tout. Donc faire un cadre, poser le cadre, mais d'une manière... j'ai envie de dire minimaliste même, enfin plutôt minutieuse. Il faut des procédures juste pour ça. Ah oui. En plus du manuel des procédures de travail. Ce n'est pas du tout évident. Parce que bon, après, comment gérer ça? Moi, j'utilise un peu l'humour. Tu parles à qui là? Au mari ou au directeur? C'est-à-dire pour recentrer les choses. Et c'est valable dans l'autre sens. C'est qui? Tu parles à ta femme ou à ta... C'est pas évident du tout. C'est pas évident. Il faut d'autres facultés, d'autres compétences. Moi, je pense que la connaissance de soi, c'est la clé. D'accord. Plus je me connais en tant qu'être humain, plus je pourrais naviguer dans tous les eaux, que ce soit les eaux familiales, professionnelles, amicales. C'est la connaissance de soi. Exactement. Et aussi la gestion des émotions. On va en parler parce qu'on a une question qui dit ceci: peut-on mieux manager grâce à l'intelligence émotionnelle? Je pense que oui. C'est la base. Voilà, c'est la clé, je pense. Hein? C'est ça, coach. Ah oui. C'est plus vous êtes connecté à vos émotions, plus vous avez de chances d'être performant, d'être puissant. Parce que quand on comprend ça, on se connecte à la puissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'efficience. Mais l'efficience, elle passe par le socle des émotions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, par exemple, j'accompagne des professionnels dans des multinationales, et généralement quand la multinationale elle vient avec une demande, voilà, je veux qu'il soit coaché sur son leadership, sur sa communication, sur sa gestion des hommes et tout. Mais à la base, on commence par travailler la connaissance de soi et comment lui, est-ce qu'il connaît la personne qui est à l'intérieur de lui.
Et à partir de là, le leadership, toute la gamme des demandes de compétences, va suivre après. Ça va se décliner avec fluidité et facilité. Donc la base, c'est vrai, après, il y a une situation, quand on est en crise, l'entreprise passe par des moments très compliqués. Un changement de statut, un changement d'axe, de clientèle, de cible, enfin, dans la vie professionnelle, c'est ça. Et comment gérer ce personnel en temps de crise où tout le monde est au bord de la crise, en fait. Ça, c'est un autre. D'ailleurs, avec ces 3 dernières années, il y a la notion d'agilité qui est très, très, très présente. Je pense que le Covid nous a tous obligés à nous adapter d'une certaine manière. Et les entreprises qui ont le plus percé, et peut-être qui ont été pérennisées, j'ai envie de dire, c'est celles qui ont été capables de s'adapter, mais qui s'est adapté en vrai? C'est l'humain qui était à l'intérieur, c'est les collaborateurs, mais c'est généralement des entreprises qui ont beaucoup misé sur l'accompagnement, le développement et sur la proximité, parce que tu as beau à déployer des plans de formation, des moyens, si la personne elle-même, elle n'a pas la capacité de suivre, c'est pas possible. On n'a rien fait. Dernière question, est-ce possible d'être chef d'entreprise tout en étant hypersensible? Ah ouais, mais c'est pas du tout contradictoire. Parce que l'hypersensibilité, beaucoup de personnes voient ça comme un défaut. Mais en fait, il faut partir du principe que la polarité existe en tout. Donc si je suis hypersensible, par exemple, ok, j'ai des spécificités plus ou moins désagréables avec lesquels je dois conjuguer, mais par contre, j'ai des avantages. Un hypersensible, il a la capacité de scanner son environnement, de recueillir des informations qu'une personne avec une sensibilité moyenne ne verra même pas. Un hypersensible, il pourra avoir cette capacité de créativité qui peut être décuplée. En tout cas, comme il y a peut-être qu'il y a des choses à intégrer, à développer, mais l'hypersensibilité peut être un atout majeur. Alors, la personne qui a posé cette question, justement, on a discuté un petit peu et on lui a conseillé de mettre de côté un petit peu ses émotions parce qu'elle s'est beaucoup sacrifiée dans un premier projet. Elle s'est beaucoup sacrifiée pour, justement, pour ses collaborateurs en tant que chef d'entreprise. Elle s'est beaucoup sacrifiée pour eux. Elle a fait beaucoup de sacrifices et ça s'est retourné finalement contre elle. Et du coup, là, on lui conseille plus de faire abstraction de ses sentiments, de ses émotions pour pouvoir être chef d'entreprise. Alors, moi, ce que je pourrais répondre, c'est, si tu le permets, Mounia, c'est que premièrement, elle ne peut pas faire abstraction de ses émotions. Voilà. Par contre, dans sa posture, peut-être qu'elle a été dans un esprit « je donne pour recevoir ». Et donc, elle a été quand même « kathratul ata tuwallid al-istighlal ». En fait, elle a besoin de comprendre comment elle fonctionne, quels sont ses besoins, quelles sont ses limites. Parce qu'un hypersensible, il doit comprendre sa propre structure et après il met en place. Mais si elle est partie dans cette aventure sans se connaître, en fait c'est cette aventure qui lui a appris des choses. Mais là, l'erreur, c'est de ne pas faire table rase de cette expérience et dire ok, alors tu mets tes émotions de côté et tu vas vers autre chose. Non, non, non. Qu'est-ce que tu as appris? Là, elle a juste besoin d'ajuster le don et la réception. Qu'est-ce que je donne? Et qu'est-ce que j'exige? Est-ce qu'elle a mis le cadre ou pas? Est-ce qu'elle n'a pas été dans une posture maternante? Voilà, je donne comme ça au moins, parce que généralement, on donne à l'autre ce qu'on a envie de recevoir de sa part. Donc, comme si que nos attentes, elles sont otages chez l'autre. Mais si je me donne déjà à moi, et après, on va créer à partir d'un espace commun, si ça ne vient pas, je ne vais pas être déçue. Je vais rebondir rapidement, je me dis, ok, j'ai laissé, j'ai ma réserve, donc je ne serai pas à sec. Du coup, elle apprend de son expérience, elle revoit un peu ses données et elle repart à partir de là, mais jamais elle met ça de côté.
Très bien, merci en tout cas, merci pour ce débat. Alors Madame Sabrina Moukaran, vous êtes Bouchaïb. En honneur à mon chéri. Voilà, Bouchaïb, vous êtes coach en neurosciences et psychologue. Merci d'avoir participé. Plaisir. Monsieur Houssine Boukabous, vous êtes coach en entrepreneuriat, vous êtes aussi chef d'entreprise. Merci pour votre participation. Merci à vous. Non, on peut pas dans notre nom, on peut pas citer notre chéri, mais parce que c'est comme ça l'état civil. Mais je salue mon équipe. Nous passons par des émotions très difficiles et je remercie beaucoup mon équipe pour ce qu'ils sont en train de faire. Très bien. Merci Wahida. On se donne... plaisir. Est-ce que je peux saluer notre équipe à nous? Rapidement, bien sûr. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'on est très nombreux. Il y a ceux qui sont derrière les caméras, ceux qui sont de l'autre côté de la technique et notre réalisatrice qui court tous les jours, qui doit sauter. On va lui apprendre la technique de sauter. Oui, on les salue aussi. C'est vrai que nous faisons face aux téléspectateurs, mais il y a toute une équipe derrière. Il y a aussi les techniciens, il y a les maquilleuses, il y a derrière les caméramans aussi, camérawomen, en régie aussi. Et il y a une administration, il y a beaucoup de monde derrière en tout cas. Alors moi aussi, voilà. Donc c'est tout le monde qui travaille. Alors la gestion des émotions est une compétence essentielle pour réussir au travail. Elle ne doit pas être négligée. Je voulais finir avec ça. Et je vous dis bonne journée et bonne fête à vous tous. Et on se donne rendez-vous demain, 10h30 sur Canal Algérie.